Professeur Laurent Baugerie, vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine. C'est vous qui avez commencé ces dixièmes assises des Mickey par un énorme topo sur qu'est-ce qui a changé finalement dans la pratique médicale des Mickey dans les 10 dernières années. Et puis vous avez fait aussi un petit peu de prospective de ce qui va changer un petit peu. Alors, nous, on s'intéresse plutôt maintenant à ce qui va changer, comment vous voyez les choses, et vous avez évoqué au moins 3 points qui vont changer, qui sont en train de changer déjà, qui sont en cours de changement. Qu'est-ce qui va changer dans les 10 prochaines années dans les Mickey ? Alors, Anne, ce que j'ai évoqué, c'est qu'au quotidien, la prise en charge des Mickey, ça ne se discute pas sur quelques mois, ça se discute sur plusieurs dizaines d'années. Donc, toute notre concentration doit être sur la prise de bonnes décisions, sur des traitements de moyen terme, quand est-ce qu'on commence un traitement, quand est-ce qu'on l'arrête, quand est-ce qu'on le renforce. Donc cette stratégie thérapeutique, ce sont des décisions prises conjointement par le patient et le gastro-entérologue et qui doivent se nourrir de données d'efficacité et de sécurité. Du côté des données d'efficacité, on en a déjà, on peut faire mieux, mais ce qui est nouveau actuellement et ce qui va s'enrichir dans les prochaines années, ce sont les données de sécurité. Pourquoi ? Parce que la sécurité d'utilisation d'un médicament n'est pas la même chez un garçon de 17 ans ou chez une dame de 65 ans. Nous avons donc besoin de données de sécurité qui sont à la carte, qui représentent le groupe à risque. Et pour ça, ce ne sont pas les données de laboratoire qui sont utiles, mais celles de ce qu'on appelle les banques de données médico-administratives, c'est-à-dire les données que nous donnent les systèmes d'assurance sociaux, nationaux, régionaux, internationaux. Et en France, par exemple, on a une énorme base de données de l'assurance sociale française, pareil au Danemark, et on a ainsi des données d'efficacité, de sécurité de plus en plus nombreuses. Mais en même temps, ces données sont incomplètes, et nous, gastro-entérologues et patients, on doit se mobiliser pour créer des structures de recherche, ce qu'on appelle des cohortes sur la durée, qui vont permettre de combler les vides de connaissances, avec des données qui ne sont pas disponibles dans ces fameuses banques de données médico-administratives. Donc, on a fait en France un très beau projet pendant 10 ans qui s'appelait Sésame, et là on en démarre un européen qui s'appelle ICAR, iCare en anglais, et qui va permettre que les patients eux-mêmes sont acteurs-chercheurs et vont finalement alimenter les informations dont on a besoin. Et ça, on peut attendre les premiers résultats de cette cohorte d'ici 3 ans ou 5 ans. Donc, données d'efficacité et de sécurité. Et pour demain, j'espère, on aura, au moment de choisir le bon traitement au diagnostic de la maladie, choisir entre 2, 3, 4 médicaments différents, ce qu'on appelle l'avènement de la médecine translationnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire translationnelle, on va se céder de choses un peu fondamentales, comment sont faits nos gènes, comment sont faites nos lésions, quel type de molécules expriment les lésions. Donc là, on a des premiers signaux d'utilité de cette approche, mais vraisemblablement dans 5 ans, on cédera en prenant simplement un petit peu de sang, un échantillon de sel, un échantillon des lésions. Avec ces 3 choses sur la table, on arrivera à faire un vrai traitement à la carte et choisir le bon traitement. C'est ce qu'on appelle la médecine translationnelle. Ou alors plutôt la médecine personnalisée en fait, hein, c'est ça, par rapport à, ou de précision, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision ? C'est exactement ça, médecine à la carte, de précision, personnalisée. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en toile de fond, c'est que chaque personne dans sa vie, elle a son parcours, ses peurs, ses priorités, ses préférences, et qu'au moment de cette prise de décision conjointe, on va amener sur la table des données un petit peu, ce qu'on pourrait dire factuelles, les faits, les chiffres sont là, un risque est supérieur à un autre, mais la personne, elle, de par son vécu, elle va souvent choisir quelque chose qui ne paraît pas la décision la plus rationnelle. Donc il faut faire place à l'émotion, aux peurs des patients, et il ne faut pas être dans la violence d'une décision qui va être vécue comme finalement la mauvaise. Même si, du point de vue du niveau de risque, on pense avoir raison. Mais il faut savoir, par moment, ne pas avoir raison et respecter la personne. Et je pense que les médecins ne font pas d'études de psychologie quand ils commencent leurs études. Ils se nourrissent, ils sont gavés de faits et de médecine rationnelle. Et donc cette nécessité de pédagogie, de tenir compte aussi de la dimension de la personnalité, de la psychologie de la personne pour lui expliquer les choses, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer de plus en plus. Très bien, donc finalement dans les 10 prochaines années, l'avènement de la décision partagée, quoi. Partager la décision, donner toute sa place au choix du patient, ça veut dire qu'on a fait suffisamment de progrès en amont
pour que ça soit vraiment la décision partagée et que ces décisions ne viennent pas s'imposer du fait de la contrainte, de l'absence de traitement. C'est finalement le luxe d'avoir le choix entre plusieurs stratégies, finalement d'essayer de trouver la meilleure solution. Alors on dit souvent le mieux est l'ennemi du bien, mais il faut savoir justement se mettre dans les conditions de prendre les meilleures décisions avec un objectif pour nous médecins absolument ultime qui est qu'il n'y ait pas de perte de chance, de perte de vie à cause d'un traitement qui, par ailleurs, aurait eu une alternative ou n'était plus forcément nécessaire à ce moment-là. Merci.